Mon quartier, ça gentrifie là. Il y avait un PMU au coin de la rue, et là, ça a été remplacé par un bar à matcha. Mais t'y allais à ce PMU? Bien sûr que non, t'as vu la tête des gens qui allaient dedans. Par contre, j'irais bien tester la nouvelle formule du bar à matcha, c'est matcha brownie, c'est seulement 11,50. Et t'as pas l'impression de participer à la gentrification, là? Mais non, Maudit, c'est pas ça la gentrification. La gentrification, c'est quand des gens qui ont des bac+5 et qui sont dans des professions intellectuelles, qui travaillent dans des médias, viennent s'installer dans des quartiers pauvres et remplacent les commerces par des... Ouais. Compris grâce à cette subtile introduction, aujourd'hui on va vous parler du concept de gentrification. Les plus anciens s'en souviennent peut-être, il y a quelques années, lorsque j'étais jeune et fougueux, j'avais fait une vidéo avec Usul sur le sujet. Vous l'avez peut-être compris, aujourd'hui on va parler de gentrification. Et oui, on l'a compris, moi, du passé. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, il faut peut-être commencer par le définir, ce sujet. Et oui, la gentrification, c'est un phénomène que les géographes et les sociologues connaissent depuis un bon bout de temps. Alors, ce terme, il a été inventé, établi scientifiquement par Ruth Glass dans les années 60. À l'époque, cette sociologue, elle observe ce processus au sein des quartiers populaires de Londres et elle voit que progressivement, la population ouvrière est poussée à l'extérieur de ces quartiers au profit d'une autre classe sociale qui est plus aisée économiquement. Donc, à très gros traits, la gentrification, c'est quand des quartiers populaires s'embourgeoisent et que des pauvres en sont chassés. Si vous habitez dans une grande ville, vous avez forcément un exemple de gentrification en tête. La Croix-Rousse à Lyon, Montreuil en banlieue parisienne, Chantenay à Nantes, Le Panier à Marseille. On pourrait multiplier les exemples même en dehors de la France, ça existe un peu partout dans les grandes villes des pays développés. L'exemple type du processus de gentrification achevé, c'est Brooklyn, autrefois un quartier populaire, et aujourd'hui c'est un quartier branché, chic, mais aussi très cher. La vidéo qui suit, qui est de la chaîne Cities for People, documente la transformation du quartier de Williamsburg, qui est donc situé à Brooklyn. The Domino Sugar Refinery was a massive industrial complex located on the Williamsburg waterfront. It has since been redeveloped into a mixed-use luxury apartments, office space, and retail. And finally, the Williamsburg Hotel, another boutique hotel, opened in 2017. You got a rooftop bar, restaurant, swimming pool. Williamsburg never had a chance to remain how it was. Brooklyn, c'est vraiment gentrification origin story. L'arrondissement de New York, il est pris en exemple dans chaque ville qui a un processus de gentrification. Ouais, vous connaissez le Brooklyn de la Seine-Saint-Denis ? La ville de Pantin, située au nord-est de Paris entre les Lilas et Aubervilliers, est peuplée d'environ 61 000 habitants. Et oui, c'est réel, certains la comparent à Brooklyn. Oui, cette comparaison, certes un peu abusée, se fait parce que c'est un des fronts de la gentrification de l'Est parisien. Aujourd'hui, la ville reste assez pauvre, mais depuis le milieu des années 2010, des classes moyennes et supérieures viennent s'y installer. Des Parisiens avant dans le 19e, et on a eu l'opportunité de bouger à Pantin, donc acheter dans du neuf ici, là, pour pas mal de raisons, parce que y a beaucoup d'espace, et avoir comme ça, un espace comme ça qu'on peut avoir à Paris, c'est quasiment impossible. Ce phénomène, il est chiffré, dans un long article pour Alternative économique, Aude Martin l'écrit. À Pantin, le pourcentage de cadres et professions intellectuelles supérieures dans la population totale est passé de 10 à 14,5% entre 2008 et 2018 selon l'INSEE. Dans le même temps, en Île-de-France, il est passé seulement de 16 à 18,5%. Pantin, c'est un exemple chimiquement pur du début de la gentrification, des classes moyennes et supérieures qui viennent s'installer dans un quartier populaire. Dans le cas de Pantin comme de Brooklyn, il y a des logements disponibles grâce à la réhabilitation de sites industriels. Donc, les cadres sup, ils arrivent, ok, mais les pauvres, ils partent ? C'est pas si simple. Le maire socialiste de Pantin, Bertrand Kern, il explique. En 20 ans, la population pantinoise est passée de 49 000 à 60 000 habitants. Les nouveaux n'ont pas fait partir les anciens. D'ailleurs, en 2019, 27% des Pantinois vivaient sous le seuil de pauvreté. C'est énorme, ça veut dire que les plus pauvres, ils sont pas partis. En tout cas, pas pour l'instant. Mais ce qui est déjà le cas en revanche, c'est que les classes populaires n'ont pas accès au nouveau Pantin, celui dans lequel habitent les gentrifieurs. Et si les pauvres ne partent pas tout de suite, si rien n'est fait, ils vont partir plus tard. Écoutez Lydie Launay, spécialiste en sociologie urbaine. L'éviction des populations anciennes n'est jamais immédiate lorsque des nouvelles populations aisées arrivent. Elle s'opère surtout lorsque les enfants de famille déjà là cherchent à se loger et sont obligés de partir, car ils n'ont ni le droit à un logement social, ni les moyens de se loger dans le parc privé, car les prix ont augmenté. C'est pas propre à Pantin, ce processus. Oui, tenez, on a un témoignage qui vient de la ville de Roubaix. J'habitais à l'Alma avant, rue de l'Alma et tout, et je sais que là, il y a plein de potes à moi et tout qui habitaient là-bas, qui sont dû déménager, et ça leur a fait grave du mal, parce que leurs parents, leurs grands-parents, ils sont venus habiter là il y a des années, quand ils sont venus migrer en France et tout.
Et là, le fait qu'ils doivent partir en plus, ils sont pas hyper bien relogés et tout, ça leur fait grave du mal. Donc faut pas imaginer des hordes de pauvres baluchons sur l'épaule au bord des routes en direction de la Seine-et-Marne parce qu'un directeur en marketing digital a acheté leur appartement. Oui, c'est plus long et plus insidieux que ça. Des riches achètent dans des nouveaux immeubles. Les prix des logements augmentent, les classes populaires restent quelques années, mais c'est leurs enfants qui n'arrivent plus à acheter un logement. Parce qu'entre-temps, tous les prix ont augmenté. À cause de ce mec. Samedi dernier, on a fait un barbecue improvisé en bas avec les voisins. On se voit souvent. Quand on a tous des enfants du même âge, on se retrouve au petit jeu d'enfants en bas, tout le monde discute ensemble. Enfin, vraiment, il y a une vie de quartier super simple, quoi. Super sympa. Mais est-ce qu'il est si méchant, ce mec? Parce que lui, c'est un peu toi, plus moi, plus eux. Plus tous ceux qui le veulent. Enfin, ceux qui ont un niveau socio-économique suffisant en tout cas. Mais ce qui est certain, c'est que les cadres ne viennent pas s'installer à Pantin ou ailleurs en disant « Allez, on va faire partir tous les pauvres, let's go !» Sauf si vous êtes Sarah Salman. Moi, je savais déjà qu'on était dans une France d'assistés. Maintenant, je vois que nous sommes dans une France de fragiles. Donc, je ne suis pas surprise par rapport à ça. Les cadres, les professions intellectuelles, ils s'installent dans ces endroits pour une raison simple. Ça coûte moins cher. Ouais, c'est pas des gros bourgeois, c'est plutôt des classes moyennes relativement aisées, mais qui n'ont pas forcément les moyens de se loger convenablement en centre-ville. C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans la thèse de sociologie d'Anaïs Collet, intitulée « Rester bourgeois ». Les enquêtes montrent que ces quartiers, alors vieillissants et populaires, sont particulièrement ajustés à leurs moyens économiques, à leur goût et à leur style de vie. Peu chers mais centraux, ils leur permettent d'abord de se loger sans apport personnel et sans pression sur les revenus, tout en continuant à fréquenter les cafés, les cinémas, les quartiers de leur vie d'étudiant. Alors qu'ils auraient pu acheter une petite maison avec un petit jardin, un petit garage et puis une petite Hyundai hybride de connard. Ce que veut dire Maudit, c'est que il n'est pas question pour eux de partir vivre en banlieue, notamment pavillonnaire ou de grands ensembles. Ces espaces renvoient à une organisation de la vie familiale et du travail qu'ils rejettent. Oui, parce que c'est pas tous les riches qui participent à cette gentrification. C'est ceux qui ont un style de vie particulier, qui veulent sortir. En gros, c'est des classes moyennes supérieures de gauche. Des profs, des artistes, des journalistes, des gens qui bossent dans la pub, dans la com, dans l'associatif. Enfin, vous voyez quoi. On les appelle bourgeois bohèmes ou bien bobos pour les intimes. Et les bobos, comme tout le monde, ils veulent se distinguer. Se distinguer de la bourgeoisie conservatrice. Mais c'est très bien expliqué dans ce bouquin, Les ancrages urbains du vote, qui se penche particulièrement sur le 18e arrondissement de Paris. Cette caractéristique internationalement observée chez les gentrifieurs, celle d'une aspiration à la distinction par rapport à la bourgeoisie traditionnelle conservatrice, qui passe par le délaissement des espaces de vie uniformément bourgeois au profit de quartiers plus diversifiés socialement, où des habitants issus des classes populaires et des minorités ethno-raciales peuvent encore être côtoyés ou croisés, ou au moins aperçus. Le côté « oui, au moins ici il y a de la diversité », c'est un truc qu'on entend souvent chez les gentrifieurs. Par exemple ici, quand on interroge les habitants du quartier de la Guillotière à Lyon, ça ne manque pas. Il y a une belle diversité. C'est festif. Multiculturel. Quand ils disent mixité ou diversité, ça veut dire en général qu'il y a des personnes racisées qui font partie des classes populaires qui habitent ou fréquentent le même quartier. Bon, un petit récap parce qu'on a dit beaucoup de choses. La gentrification, c'est quand des populations riches viennent s'installer dans des quartiers populaires ou des villes populaires. On vous a donné l'exemple de Pantin, où certains quartiers ont été totalement transformés par cette présence. Les pauvres ne sont pas exclus tout de suite, mais sur le temps long, les enfants de classe populaire ne peuvent plus se payer de logement sur place. Les gentrifieurs appartiennent en général à la classe moyenne ou à une petite bourgeoisie culturelle de gauche. Ils s'installent dans ces lieux car ils cherchent un certain mode de vie urbain et une certaine mixité sociale, même si celle-ci peut souvent être fantasmée. Ils vivent dans les beaux quartiers ou en banlieue, mais dans un loft. Mais la présence de ces nouveaux arrivants n'a pas seulement des impacts économiques sur le quartier. Mais elle touche aussi ce qu'on appelle le cadre de vie. Ah, le cadre de vie. Installé sur une ancienne usine à gaz, dans les quartiers nord de Marseille, l'écoquartier de Smartseille fait cohabiter les logements sociaux. Smartseille, quoi. Bureaux, mobilité électrique et projets éco-citoyens. Lydie Launay, qu'on vous a déjà citée, elle définit la gentrification de la façon suivante. La gentrification est une forme spécifique d'embourgeoisement. C'est une transformation de quartiers populaires centraux sur un plan à la fois économique, sociologique et symbolique. Bon, économique, ça veut dire que les prix montent, sociologique, que la population change, mais symbolique, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que l'environnement change, que la façon d'habiter le quartier change. Les endroits fréquentés par les classes populaires ferment, c'est le cas des bars PMU, et ils sont remplacés par des bars branchés fréquentés par les nouveaux arrivants. Ou alors, on peut gentrifier les PMU. C'est ce que raconte un article du Monde écrit par Célia Laborie en janvier dernier. En ouvrant le Céleste en 2022, Thibaut Sifferman et Joseph Martin Sadion ont voulu rendre hommage aux rades qu'ils ont fréquentés pendant leur jeunesse dans les Vosges et le Bas-Rhin. Le midi, des octogénaires du quartier viennent manger une saucisse purée pour trouver un peu de compagnie.
Le soir, où nous passons la porte du bar, des trentenaires travaillant dans la mode, le numérique ou la restauration fêtent un anniversaire sur fond de musique de Patrick Sébastien. En tout cas, c'est des processus qui ont tendance à exclure les classes populaires et à changer le visage des quartiers concernés. Les places où on pouvait traîner librement et gratuitement sont remplacées par des terrasses ou des jardins partagés. Et des aménagements aussi, des places refaites, là, comme ici, là où on est. On va faire des choses un peu sympas, pas mal de bois, beaucoup de verdure, on va dire qu'on va faire respirer le quartier, mais on va faire respirer des nouveaux gens dans le quartier. Cette petite place un peu bruyante, c'est la place Mazagran. Rénovée il y a peu, elle voit se côtoyer des jeunes blancs venus parfois d'autres quartiers pour boire une bière sur la terrasse du court-circuit, et ceux et celles moins blancs qui habitent l'espace autrement, qui fument sur les bancs, discutent et écoutent de la musique. Ces deux populations ne se mélangent qu'assez peu. Pour les classes populaires, ces transformations peuvent être vécues comme une dépossession de leur quartier, un effacement de l'endroit où ils et elles ont grandi. La gentrification fait sentir aux habitants historiques d'un endroit qu'ils ne sont plus chez eux avant même qu'ils ne partent. Alors on vous a présenté le phénomène de façon plutôt générale, mais il y a des différences en fonction des villes, des subtilités. Tous les processus de gentrification n'arrivent pas à leur terme. Par exemple, le quartier de la Guillotière, qu'on vous montrait avec Usul en 2018, il n'a pas tant changé que ça en 7 ans. Le bouquin sur les ancrages urbains du vote reprend une classification de l'INSEE et qualifie ces quartiers de territoires de mixité sociale, c'est-à-dire des lieux qui hébergent à la fois une part importante de cadres et une part élevée d'allocataires dépendant des prestations sociales. On pourrait dire que la gentrification n'y est pas achevée. En gros, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Un exemple, le quartier de Stalingrad dans le 19e à Paris. A contrario, des quartiers peuvent être quasiment entièrement gentrifiés et avoir fait partir les classes populaires qui y vivaient. Ouais, dans ce cas-là, le bouquin parle de super gentrification. Et pour ça, on pense à l'incontournable Brooklyn ou encore à Montmartre, qui n'accroche plus ses lilas jusque sous nos fenêtres depuis bien longtemps. Et troisième cas de figure, la gentrification peut échouer. Des tentatives d'implantation de catégories supérieures dans des quartiers populaires peuvent bider. C'est le cas par exemple à Marseille ou encore à Roubaix. Donc en résumé, ça peut marcher totalement, ça peut s'arrêter au milieu ou ça peut ne pas fonctionner du tout. La gentrification, c'est un processus qui n'est pas figé ni inarrêtable. On peut agir dessus. Et oui, grâce aux politiques publiques. Jingle. On a un jingle ? Les politiques publiques, c'est bien pratique. En général, les pouvoirs publics vont pas dire « Yo la team, gentrifiez-moi cette merde ». Non, parce que la gentrification, c'est pas porteur politiquement. Donc on va parler d'éco-quartiers. Comme Smartseille. C'est de l'écologie, c'est pas de la gentrification. Vous êtes contre l'écologie, vous ? Cet écoquartier veut amener en fait de nouvelles pratiques, et en particulier par rapport aux mobilités. Oui, puis on trouve des termes pour ne pas parler de gentrification. Le maire de Pantin, par exemple, il parle de rééquilibrage urbain. C'est sûr que ça passe mieux. En règle générale, les politiques ne vont que rarement assumer de vouloir faire dégager les pauvres. En règle générale, hein. Oui, parce que certains plans sont très brutaux, à tel point que les spécialistes ne vont plus parler de gentrification, mais de revanchisme urbain. C'est un concept développé par le sociologue états-unien Neil Smith, encore une fois à propos de New York. Il est repris ici par le sociologue Michel Peraldi en parlant de Marseille. Et moi, je trouve ça très intéressant, parce que ça colle assez bien à Marseille, c'est-à-dire la volonté institutionnelle de, en quelque sorte, mener une guerre à la pauvreté à l'intérieur de la ville d'une manière générale. On a reconquis le Panier, Belzos, maintenant c'est Noailles, etc. C'est un processus de reconquête. Mais il ne faut pas le confondre avec un processus de gentrification, parce qu'il n'est pas nécessairement suivi d'un processus de remplacement d'une population par une autre. Et c'est bien ce qui fait la singularité de Marseille, et je le dis de façon tout à fait tranquille, la barbarie du processus qui est en cours et qui est mené par les politiques. Pour Neil Smith, le revanchisme urbain qualifie plus une action politique qu'un processus sociologique. Cette formulation lui permettait de souligner l'imprégnation de l'action publique par des discours réactionnaires, tenant certaines minorités stigmatisées, personnes racisées, sans-abri, squatteurs, etc., pour responsables du déclin urbain, et appelant à une reconquête de la centralité urbaine à leurs dépens, notamment au moyen de dispositifs répressifs. Là, on est sur un tout autre pan de la gentrification. On peut penser aux dispositifs anti-SDF, aux expulsions de squats, au fait de mettre des barrières ou carrément de construire des bâtiments entiers pour isoler les poches de pauvreté. C'est ça le revanchisme urbain. C'est des pouvoirs publics qui font exprès de rendre les lieux invivables pour les plus pauvres. Alors, le clip, c'est un immense bâtiment rond, immonde là, juste au-dessus du métro, et qui était accompagné en fait par le nettoyage de la place. Il n'y a plus aucun banc, plus rien. Il y a même des fontaines à une époque, mais pour empêcher les gens de rester trop longtemps, mais qui ne marchent plus depuis très longtemps. Le clip à Lyon, c'est un exemple d'urbanisme hostile aux classes populaires. Mais dans certains cas, le revanchisme urbain peut conduire à la destruction et à l'effacement de quartiers entiers. Près de la gare de Lyon à Paris, l'opération Salubrité engagée hier se poursuivait ce matin dans l'îlot Chalon. Le quartier était toujours en état de siège.
Les contrôles policiers étaient multipliés à l'encontre des immigrés. L'îlot Chalon, c'était le nom d'un quartier situé à Paris, juste à côté de la gare de Lyon. Les images qu'on vous a montrées, ce sont celles d'une opération de police destinée à en finir avec les squats et les trafics de drogue. Aujourd'hui, ce quartier n'a plus grand-chose à voir avec les images que vous avez vues. Alors pour être précis, l'îlot Chalon, c'est là, et aujourd'hui, sur Google Street View, ça ressemble plutôt à ça. C'est pas trop l'ambiance des années 70 et 80, où ça avait plutôt cette tête-là. Interviewé en 2016 par le média Vice, le photographe Francis Campiglia, qui a connu le quartier dans les années 80, explique que ce quartier... Il n'était pas si misérable que ça. On y croisait des petits fonctionnaires et des ouvriers. Le quartier est tombé en décrépitude quand la SNCF et les pouvoirs publics ont décidé d'agrandir la gare de Lyon. Ils ont laissé pourrir cet endroit afin de forcer ses habitants à quitter les lieux. Des Maghrébins, des Africains, des Chinois vivaient là depuis des décennies. Le problème est venu des squats, plus ou moins laissés tranquilles par la préfecture de police. C'est marrant parce que c'est comparé au Bronx, encore New York. Le Bronx et Brooklyn, c'est vraiment les références de trucs pas gentrifiés, trucs gentrifiés. Cet îlot Chalon, il a été volontairement laissé à l'abandon et livré au trafic pour faire fuir les habitants. Les problèmes ont été déplacés vers des quartiers moins centraux, comme à Stalingrad. Là, on peut parler d'une gentrification à marche forcée, volontaire de la part des pouvoirs publics et aujourd'hui totalement achevée. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la gentrification? Et est-ce qu'on veut l'éviter déjà? Ce qu'on veut éviter, c'est que les prix montent et que les classes populaires partent. Mais pas que le quartier devienne plus propre, plus agréable ou plus sécurisé, parce que ça, tout le monde en profite. C'est un jeu d'équilibriste d'avoir un quartier où tout le monde peut se loger, sans pour autant qu'il soit laissé à l'abandon par les pouvoirs publics. Des solutions existent, comme par exemple l'encadrement des loyers. Seulement, il suffit pas d'encadrer les loyers. Il faut aussi le faire avant que les prix n'augmentent, pas comme à Pantin. Pour limiter l'augmentation des loyers, Est Ensemble vient de se doter d'un mécanisme d'encadrement. Ce dispositif est positif dans l'absolu, mais il intervient trop tard. Les loyers ont atteint un tel niveau que l'encadrement va seulement en bloquer un petit nombre. Le blocage des loyers, c'est une solution, mais on peut penser aussi à la limitation des Airbnb, au contrôle des commerces qui s'installent dans le quartier. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que bien souvent, ce sont les habitantes et les habitants eux-mêmes qui s'organisent dans des collectifs anti-gentrification. Les derniers tags fleuris sur les murs effacés, d'autres les ont déjà remplacés. Comment une enseigne fraîchement installée au cœur de Saint-Michel fait les frais de ce que leurs auteurs dénoncent, la gentrification. Les anti-bobos y vont fort et pour le propriétaire des murs, la cible n'est pas là. Ça a toujours été un quartier de mélange, etc. Puis quand j'entends parler de ce manichéisme entre les riches et les pauvres, moi je trouve ça très malsain. Cette résistance, ça peut être de l'action directe, comme ici où des militants bordelais s'en prennent à des logements ou à des commerces identifiés comme gentrifieurs. Un autre exemple, dans les années 2010, des anarchistes londoniens avaient ciblé un bar à céréales qui avait ouvert dans le quartier de Brick Lane. Une autre forme de résistance pour les classes populaires, c'est de continuer à occuper l'espace public, même lorsqu'elles n'habitent plus le quartier. Une résistance passive peut se mettre en place par les populations déplacées. Ainsi, même si elles n'ont pas les moyens d'habiter dans leur quartier d'origine, elles restent fortement présentes dans l'espace public. Le maintien de commerces populaires au sein de ces quartiers gentrifiés ou en cours de gentrification permettent également aux populations exclues de continuer à affirmer leur pratique de ces espaces, même si ces derniers se font de plus en plus rares. On vous a parlé de la Guillotière, et c'est exactement ce qui se passe dans ce quartier de Lyon, qui continue à être fréquenté par des populations qui n'habitent plus le quartier. Ouais, c'est ça qui fait vriller ces news d'ailleurs. Pour l'instant, il y a plusieurs personnes qui sont signalées dans votre présence. Oui. Et s'inquiètent pour vous, donc faites attention à vous. Oui, mais je me suis signalée auprès de la police municipale de ce matin. Merci pour d'être revenu après. Oui, j'ai ma carte de presse. Ah oui. Bon, il faut un cortège de flics municipaux pour que la journaliste puisse filmer le tram qui passe. Fascinant. Ça montre bien en tout cas que pour eux, la simple présence dans l'espace public de personnes qui ne sont pas blanches, ça veut dire que le quartier n'est pas assez gentrifié. Mais on vous l'a dit, la gentrification n'est pas une fatalité. On peut trouver des lieux qui sont plus sûrs, plus agréables, plus propres, plus vivables tout simplement, sans pour autant que les populations historiques soient obligées de partir. Les pouvoirs publics ont la capacité d'améliorer les conditions de vie de leurs administrés sans pour autant mener des politiques excluantes envers des populations considérées comme indésirables. Mais ça, ils vont le faire seulement s'il y a une pression populaire. S'il y a des collectifs mobilisés localement ou des actions qui font que les propriétaires de bars à taboulet, ils vont réfléchir à 2 fois avant d'installer des commerces et des logements qui sont beaucoup trop chers. Nos élus sont les premiers à parler de lutte contre le communautarisme ou de mixité sociale. Mais dans les faits, très souvent, dès qu'ils le peuvent, ils relèguent les populations les plus pauvres dans des quartiers excentrés dans lesquels elles n'ont d'autre choix que de vivre ensemble dans la pauvreté. Oui, les coins proches du métro, les cafés sympas, les poubelles ramassées. Ça c'est pour les cadres. Et puis pour une mairie, être une ville de cadres, c'est quand même plus la classe. Les maires préfèrent devenir Brooklyn plutôt que le Bronx.
Plutôt que d'aller acheter des beignets à 18,50 € dans l'épicerie solidaire en bas de votre immeuble gentrifié, vous pouvez dépenser ces mêmes 18,50 € dans un petit don à Blast. Et au mois prochain. T'as dit J'ai Bertrand. même pas fait gaffe. Non, il a dit Bertrand. Libertin. C'est propre Pantin, point. Est-ce que c'est un peu toi, plus moi? Tu t'es montré toi et après tu m'as montré. T'as fait l'inverse.